Pour les grêlons, il est crucial de récolter le saumon migrateur pour survivre à l'hiver prochain. Ils passeront plusieurs jours à pêcher au filet. Ils ont survécu à l'endroit le plus froid de la Terre, mais ils n'ont pas pu survivre à ce qui a suivi. La propre famille d'une star a cessé de lui parler à cause d'une relation scandaleuse. Un autre a fait face à de graves accusations de cruauté envers les animaux qui ont fait les manchettes. Un favori des fans a disparu pendant des mois, sans dire à personne pourquoi. Dans les coulisses, il y a eu des accidents, des batailles judiciaires et des dissimulations que le réseau a tenté de cacher. Ce qui est vraiment arrivé à ces légendes de la survie vous choquera au plus haut point. Sue Aikens. Sue Aikens est devenue célèbre pour avoir survécu aux régions les plus difficiles de l'Alaska. Mais ce qui s'est passé après l'arrêt des caméras a été encore plus difficile à supporter. Le 19 février 2015, lors d'une journée de tournage normale, les producteurs l'ont poussée à faire une randonnée risquée motoneige. Elle a perdu le contrôle, a eu un accident et a été projetée sur le sol gelé. Elle était seule, loin de toute aide, avec des os cassés et des blessures graves. Sa clavicule s'est brisée, sa colonne vertébrale a été endommagée, ses côtes se sont fissurées. Elle s'est retrouvée avec des lésions nerveuses permanentes qui ont causé des douleurs pendant des mois. Les médecins ont dû utiliser 14 vis, 2 plaques de titane et du fil de fer pour maintenir son corps place. Ce métal est toujours à l'intérieur d'elle. Elle a déclaré plus tard que l'équipe avait retardé son aide parce qu'elle voulait des images plus dramatiques. Elle a été blessée et s'est sentie trahie. Elle a poursuivi la BBC et a gagné. Les détails exacts du règlement n'ont jamais été rendus publics, mais toute l'expérience a changé la façon dont les gens voyaient l'émission et a changé Sue à jamais. L'accident n'a pas seulement affecté son corps. Il a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Pendant des années après, elle a lutté contre le SSPT, la panique et les longues nuits sans sommeil. Dans des entrevues, elle a parlé de son besoin de médicaments et de son sentiment d'isolement dans son camp à Kavik. 2021, elle a discrètement disparu d'Alaska pendant près de 6 mois. Elle est allée dans l'État de Washington pour une opération chirurgicale majeure et n'a rien dit au public. Elle ne voulait pas que quiconque la voie à son plus faible. 2023, elle a admis privé. « Je ne veux pas que les gens me voient faiblir. Je ne suis pas invincible, mais je n'ai jamais pris l'habitude d'avertir quand je suis à terre. » Après 23 saisons, l'émission a finalement pris fin à la fin de 2024. Sue avait 61 ans. Elle a dit au revoir aux caméras, mais pas à la nature sauvage. Elle dirige toujours son camp de Kavik River et facture 350 $ la nuit pour y séjourner. Maintenant, elle planifie quelque chose de nouveau. Elle a acheté un terrain sans l'avoir vu au préalable. Son rêve est de continuer à vivre à l'état sauvage, mais avec moins de douleur et de pression. Elle n'est pas seule. Son partenaire, Michael Heinrich, est à ses côtés. Ensemble, ils recommencent. Près de 200 mètres au nord du cercle arctique. Chip Hailstone. L'histoire de Chip Hailstone ne se limite pas à vivre de la terre. Il s'agit de ce qui se passe lorsque la survie rencontre le chaos dans une salle d'audience. La plupart des gens le connaissaient comme le visage rude de la vie dessous de zéro, où il montrait comment chasser, pêcher et vivre avec la nature dans l'un des endroits les plus froids de la Terre. Mais 2017, tout a changé. Cette année-là, Chip, dont le vrai nom est Edward Fye Hailstone, a été envoyé prison. La raison n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Il ne s'agissait pas de violation de la chasse ou de quoi que ce soit lié à la survie. Il s'agissait de ce qu'il a dit au tribunal. 2011, Chip a affirmé qu'un policier de l'État de l'Alaska avait agressé sa fille de 17 ans et pointé une arme à feu sur sa famille. Il a porté cette histoire devant les tribunaux. Il a également demandé une ordonnance restrictive. Mais, après enquête, l'État a décidé que Chip ne disait pas la vérité. Ils ont dit qu'il avait donné de fausses informations et tenté de faire porter le blâme à quelqu'un d'autre. 2017, cette décision l'a rattrapé. Chip a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de parjure et de 2 chefs d'accusation de fausses informations.
Le résultat a été une peine d'emprisonnement de 15 mois et 3 ans de probation. Il a purgé cette peine au complexe correctionnel d'Anchorage. L'impact sur sa famille a été énorme. Pendant que Chip était absent, il a raté une saison de chasse entière. Sa femme Agnès et leurs 7 enfants ont dû survivre sans lui. Ce n'est pas une mince affaire à Alaska. Les températures chutent, il faut chasser pour se nourrir et chaque jour est une lutte pour rester au chaud, se nourrir et rester sécurité. Des documents judiciaires ont révélé plus tard que le comportement de Chip pendant la procédure judiciaire était difficile. Son propre avocat a dit qu'il était l'un des clients les plus difficiles avec lesquels il avait jamais travaillé. Chip ne voulait pas suivre les conseils. Il se tenait à sa propre histoire, même quand tout le monde lui disait d'arrêter. Après avoir été reconnu coupable, il n'a toujours pas abandonné. Il a interjeté appel. Il a demandé au tribunal un allègement après la condamnation. Chaque requête a été rejetée. 2018, Chip est finalement rentré chez lui à Norvik. Son retour n'a pas été discret. Il a été émouvant. Les caméras ont tourné pendant qu'il retrouvait Agnès et les enfants. Il a appelé ça une année perdue. Cette période d'absence ne se limitait pas à manquer des chasses. Il a manqué des anniversaires, des étapes importantes et des souvenirs que personne ne pouvait rendre. Les fans de l'émission l'ont remarqué. Certains ont même lancé des pétitions demandant une grâce présidentielle, affirmant que sa punition était injuste. Mais rien n'a changé le résultat. Pourtant, autre chose s'est produit. Sa famille est devenue plus forte. Agnès, particulier, est devenue le pilier. Elle a appris à ses filles comment continuer, comment pêcher et piéger, comment survivre même quand la vie s'écroule. 2025. La famille était toujours à Norvig, vivant toujours la même vie dure et belle, mais quelque chose avait changé. À la fin de 2024, Chip a laissé entendre que Life Below Zero pourrait ne pas revenir. Après 23 saisons, l'émission qui a fait de lui un nom familier pourrait prendre fin. Il ne l'a pas dit avec amertume, mais avec honnêteté. Il était temps. Ce chapitre avait apporté la gloire, le drame et beaucoup de douleur. Son histoire, particulier le temps qu'il a passé derrière les barreaux, était devenue l'une des parties les plus inoubliables de l'émission. Les Hailstones ont continué. Ils n'ont pas fui leur passé. Ils l'ont vécu. Et c'est peut-être la chose la plus puissante de leur histoire. Andy Basich. Andy Basich a passé plus de 10 ans à montrer au monde comment survivre dans la nature sauvage de l'Alaska sur Life Below Zero. Mais ce qui s'est passé après l'arrêt des caméras est encore plus intense. Son histoire a pris une tournure douloureuse 2018. Un jour, essayant de libérer une motoneige coincée dans la neige profonde, il s'est blessé à la hanche. Au début, cela ne semblait être qu'une mauvaise blessure. Mais les choses ont empiré. Il a développé 2 infections graves, une profonde dans le muscle et une dans l'os. Au Yukon, il n'y a pas de grand hôpital à proximité. Il a dû être transporté par avion jusqu'en Floride. Les médecins ont dit que s'il avait attendu quelques jours de plus, cela aurait pu le tuer. Il y est resté pendant 6 longs mois, bougeant à peine, se battant pour sa vie. Quand il est finalement retourné à Alaska, il avait des béquilles sous les bras, mais il avait toujours le même feu dans son esprit. Même dans la soixantaine, il n'abandonnerait pas. Sa vie personnelle a connu ses propres tempêtes. 2015, après plus d'une décennie ensemble, Andy et sa femme Kate ont divorcé. Au début, les gens étaient juste surpris. Mais plus tard, Kate a dit que la relation avait été pleine de douleurs émotionnelles. Les fans qui les ont vus combattre côte à côte le froid de l'Alaska ont été stupéfaits. Après la rupture, Andy a vécu seul pendant des années avec seulement ses chiens de traîneau pour lui tenir compagnie. Puis, 2017, quelque chose a changé. Il a rencontré Denise Becker, une infirmière spécialisée traumatologie de Floride. Elle a laissé derrière elle le temps chaud et les palmiers pour le rejoindre dans le nord glacé. Elle a rapidement appris à vivre hors route et est devenue la partenaire d'Andy, non seulement dans la vie, mais aussi dans la survie. Aujourd'hui, à 67 ans, Andy se surpasse encore chaque jour. Lui et Denise vivent à Calico Bluff, au cœur de la nature sauvage.
L'endroit est si isolé qu'on ne peut l'atteindre que par rivière ou motoneige. Il s'occupe de plus de 20 chiens de traîneau, coupe d'énormes piles de bois de chauffage et sort du poisson de sous la glace. Tout cela devant encore faire face à des problèmes de santé liés à son ancienne blessure. Mais il ne parle jamais de ralentir. Il a dit qu'il ne quitterait jamais l'Alaska, même à un âge avancé. Il prévoit d'y rester jusqu'à la fin. Et quand les fans le regardent aujourd'hui, ils ne voient en pas seulement un expert survie. Ils voient un homme qui a fait face à la mort, au chagrin et à la douleur et qui n'a jamais abandonné. Glenn Villeneuve. Glenn Villeneuve n'a jamais été qu'une sorte de la télé-réalité. Il était quelque chose de différent. Vivant à plus de 200 miles au nord de Fairbanks, il ne courait pas après la gloire. Il courait après le silence, la survie et quelque chose de plus profond. Pendant près d'une décennie, les gens l'ont regardé affronter les hivers brutaux de l'Alaska, coupé du monde, vivant avec juste ce que la nature lui donnait. Pas d'effet de caméra sophistiqué, pas d'équipe de soutien-vue, juste Glenn, le froid et tous les animaux sauvages qui se présentaient. Mais 2019, les choses ont commencé à se gâter. Ces scènes de parapente avaient disparu. Les moments où il explorait des sites anciens ont disparu. Un épisode après l'autre, sa présence s'est estompée jusqu'à ce qu'il soit à peine là. Il n'avait pas quitté l'émission. Ils ont juste arrêté de le montrer. Confus, Glenn a tendu la main. La réponse est FUD s'est venue comme un coup de poing. Il n'y avait pas de plan pour filmer avec lui. Pas d'explication, pas d'au revoir, juste le silence. Et juste comme ça, après plus de 77 épisodes, il était dehors. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est à quel point sa vie était vraiment dangereuse. Une fois, 20 loups ont encerclé sa cabane. Il était seul, complètement coupé de toute aide, sachant qu'un faux pas pouvait tout gâcher. Et ce n'était pas un événement rare. Glenn passait souvent 4 mois sans voir une seule personne. Pas de visiteurs, pas de voisins, juste l'obscurité, la glace et l'isolement. Ce n'était pas une histoire pour la télévision, c'était sa vie. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, Glenn n'a pas cessé de bouger. Il a quitté la nature sauvage avec sa partenaire, Trisha Kazan, et leurs enfants et s'est installé à Fairbanks. Mais il n'a pas abandonné ses valeurs. Il a commencé à partager ses pensées, ses histoires et ses luttes sur YouTube et Facebook. Les gens ont écouté, des milliers d'entre eux. Ce n'étaient plus seulement des fans. Ils étaient des disciples d'un homme qui refusait de laisser la télévision façonner son histoire. Dans le Joe Rogan Experience, Glenn s'est ouvert sur le bilan psychologique de l'émission. Il a admis que le plus dur n'était pas la neige ou les loups. Il s'agissait d'essayer de rester réel dans un monde qui voulait que tout paraisse faux. Il n'avait plus de chèque d'émission. Auparavant, il gagnait entre 71 000 et 200 000 $ par année. Maintenant, son revenu provenait d'autres sources, comme les livres, les conférences et les plateformes lignes. Sa valeur nette est basse et est restée d'environ 500 000 $ 2025. Il n'avait pas besoin d'une équipe de tournage pour continuer. Il erre toujours Alaska, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Jesse Holmes. Jesse Holmes n'était autrefois qu'un moucheur tranquille de Brushana, connu des fans de Life Below Zero pour son calme, sa détermination et son amour pour la nature sauvage. Mais après que les caméras ont cessé de filmer, son histoire n'a fait que s'envenimer. 2025, il a stupéfié tout le monde, remportant la plus longue course de chiens de traîneau à Iditarod Trail jamais organisée. Raison des mauvaises conditions d'enneigement, le parcours s'étendait sur 1,28 mi, soit plus de 120 mètres de plus que toute autre course précédente. Jesse l'a terminé 10 jours, 14 heures, 55 minutes et 41 secondes. Il a franchi la ligne d'arrivée à Gnome le 14 mars et a remporté le plus gros prix de première place sur la bourse de 500 000 $. Il avait 43 ans et c'était le point culminant d'un voyage qui avait commencé 2004 lorsqu'il a quitté l'Alabama pour poursuivre une vie à Alaska. Cette victoire n'est pas sortie de nulle part. 2024, Jesse avait déjà fait ses preuves, terminant 3e à l'Iditarod, gagnant 433 400 $ et rejoignant le premier rang des mocheurs.
La même année, il a également remporté le Kobuk 440, l'une des courses de chiens de traîneau les plus brutales de l'Arctique. Le sentier est long, isolé et glacial, et seuls quelques moueurs ont réussi à le conquérir plus d'une fois. Jesse a rejoint ce groupe d'élite, mais derrière les acclamations et les trophées, il y avait une tension croissante. Au cours de la saison 2025, 6 de ses chiens ont dû être retirés, raison de l'épuisement et des blessures qui ont suscité l'indignation des groupes de défense des droits des animaux. PETA l'a accusé de pousser ses chiens trop loin et d'utiliser des méthodes d'entraînement dures. Ils ont affirmé qu'il les avait fait tirer de lourdes charges à travers les ATSO d'inondation et qu'il les avait gardés enchaînés pendant de longues périodes. Leur colère s'est accrue après que 160 chiens ont été retirés de la course cette année-là. La chienne enceinte d'un autre mocheur est morte sur le sentier et tout le sport a été critiqué. Alors que les critiques continuaient de s'accumuler, Jesse a continué d'avancer. Il vit toujours seul à Nahana, Alaska, avec plus de 40 chiens de traîneau. Son style de vie n'a pas beaucoup changé depuis ses débuts à la télévision. On le voit souvent dans la neige avec son équipe, s'entraînant ou explorant, loin des projecteurs. Il ne parle pas beaucoup de la gloire ou des réactions négatives. Au lieu de cela, il reste concentré sur ce qu'il a toujours fait, survivre, compétitionner et vivre près de la terre. L'amour et le confort ne semblent jamais l'intéresser. Le seul lien sur lequel il s'appuie vraiment est celui avec ses chiens. Rico DeWild. La vie de Rico DeWild n'a pas été facile, mais elle a été pleine de sens. Quand il a rejoint Life Below Zero 2018, les gens ont vite compris qu'il ne se contentait pas de survivre dans la nature sauvage de l'Alaska. Il montrait au monde ce que signifie vivre avec un but. Sa force tranquille, son profond respect pour la nature et la façon dont il parlait de ses racines se sont démarqués. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est la douleur qu'il portait hors caméra. 2020, l'émission l'a suivi dans une cabane familiale isolée. Ce n'était pas un épisode comme les autres. C'était l'endroit où son frère aîné Alan était mort seul dans la nature sauvage glaciale. Le moment était lourd, mais ce n'était pas la première fois que Rico était confronté à quelque chose d'aussi déchirant. 2016, sa sœur Reba a été abattue par son propre fils, Eli, après des années de lutte émotionnelle. Toute la communauté de Fairbanks a été ébranlée par cet événement. Pour Rico, c'était un autre coup dur dans une longue liste de tragédies personnelles. Des années auparavant, il luttait déjà contre la toxicomanie. C'est devenu si grave qu'il s'est retrouvé prison pendant 2 ans au début des années 2000. Mais cette période derrière les barreaux est devenue un tournant. Il pouvait abandonner ou recommencer. Il a choisi de recommencer. Il est sobre depuis plus de 15 ans maintenant et il ne cache pas la lutte qu'il a fallu pour y arriver. Avril 2025, tout a changé à nouveau. Roe a confirmé sur Instagram que Life Below Zero avait été annulé. L'émission prenait fin après 23 saisons, 9 prix Emmy et plus d'une décennie à partager la vie de gens comme lui. Disney, qui possédait National Geographic, avait décidé de fermer plusieurs émissions de longue date et de se concentrer sur son propre contenu de marque. Rico a remercié les fans, mais il a également clairement indiqué qu'il n'était pas content. Il croyait que l'émission donnait une voix aux personnes qui n'ont généralement pas la possibilité de parler. Pour lui, ce n'était pas seulement un emploi. C'était une façon de montrer au monde à quoi ressemble la vraie vie autochtone. Mais Rico n'a pas laissé l'annulation le réduire au silence. 2025, il continue de partager sa vie chaque jour. Il publie des vidéos de chasse, de piégeage et d'éducation de ses 5 enfants à l'ancienne. Il est dehors dans le froid train d'enseigner à son plus jeune fils Kenan comment traquer les loups, comment allumer des feux quand il fait 40, comment vivre avec la terre au lieu de simplement vivre sur la terre. Ce ne sont pas que des passe-temps, ce sont des leçons transmises de génération en génération. Et Rico s'assure qu'elles ne seront pas oubliées. Il a également construit quelque chose à lui. Sa marque de vêtements ne parle pas de mode, elle parle d'histoire. Chaque pièce est inspirée de la culture traditionnelle Abasque-Kan.
de nombreux modèles rendent hommage aux personnes qu'il a perdues, que ce soit à cause de la violence ou de la nature sauvage. À travers ses vêtements, il maintient leurs histoires vie. Rico parle ouvertement de tout, de la douleur, de la dépendance, de la guérison. Et cette honnêteté a touché des milliers de saints, de personnes, autochtones et non autochtones. 2025. Son parcours prouve que survivre dans la nature sauvage, c'est plus que chasser ou construire des cabanes. Parfois, il s'agit de faire face au deuil. Parfois, il s'agit de choisir de ne pas abandonner. Et chaque fois qu'il montre à son fils comment vivre avec fierté et détermination, il fait quelque chose de plus grand que lui-même. Eric et Martha May Selatane. Après avoir quitté Life Below Zero à la fin de 2016, Eric et Martha May Selatane n'ont pas simplement quitté les projecteurs, ils ont disparu. Pendant près de 10 ans, personne ne savait vraiment où ils étaient ni ce qu'ils faisaient. Puis, 2025, ils sont réapparus. Ce n'était pas qu'un retour discret, c'était une apparition directe qui a stupéfié les fans de longue date. Tout avait changé, leur famille s'était agrandie, leur entreprise s'était transformée et leur style de vie avait complètement changé d'une manière que personne n'avait vu venir. À l'époque où ils étaient dans l'émission, Eric et Martha May étaient connus pour leurs compétences matière de survie, leur lien profond avec la nature et leur indépendance farouche. C'était le genre de personnes qui s'épanouissaient dans la nature sauvage alors que d'autres auraient fait demi-tour. Mais derrière tout cela, quelque chose d'autre se préparait. Eric avait changé. Avec le temps, il est devenu plus qu'un simple survivaliste. Il devenait un homme d'affaires. Bien qu'il vive encore loin du réseau, il a commencé à partager son temps entre deux régions très éloignées de l'Alaska. L'une était Wiseman, à seulement 67 miles du cercle arctique. L'autre était le lac Iliamna. Là, il dirigeait le Tariq Creek Lodge, un endroit célèbre non seulement pour la pêche, mais aussi pour le luxe, y compris le crabe royal acheminé par avion depuis Kodiak. Puis, 2024, après avoir dirigé Bushwhack Alaska, Guiding and Outfitting pendant plus de 20 ans, ils l'ont vendu. Cette entreprise avait autrefois défini leur identité. Ce n'était pas qu'un emploi, c'était la façon dont ils se présentaient au monde. Eric venait de terminer son 20e hiver à Alaska, une étape difficile que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Et juste après cela, ils ont quitté l'entreprise qu'ils avaient censée construite. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. 2025, ils ont partagé quelque chose d'encore plus personnel. Leur fils, Lucas, était né lors de la dernière saison de Life Below Zero. C'est que les fans savaient déjà. Mais maintenant, il s'est avéré que Lucas n'était pas leur seul enfant. Ils avaient 2 autres fils, Sterling et Victor. Les 3 garçons étaient âgés de 15 ans à peine plus d'1 an. Pendant que les caméras étaient absentes, les Selatane construisaient une famille dans certaines des terres les plus rudes du continent. Mais leur vie professionnelle était tout aussi inattendue. Plus de diriger des lodges de pêche et de chasse, Eric et Martha étaient également copropriétaires d'une maison funéraire. La maison funéraire de la famille Blanchard à Fairbanks, ainsi que le cimetière de Birch Hill, faisaient désormais partie de leur portefeuille. Ce n'est pas ce que quiconque attendait d'un couple qu'on voyait autrefois dépecer des caribous et traverser des rivières gelées. Pourtant, les voilà, s'occupant de certains des travaux les plus délicats et les plus discrets imaginables, loin de la nature sauvage. 2025, leur valeur nette était estimée entre 400 000 et 500 000 $. Une partie de cette somme provenait de leur travail de guide. Une autre partie provenait de leurs revenus de l'émission de télévision, où ils gagnaient autrefois jusqu'à 4 500 $ par épisode. Et une autre partie provenait d'investissements judicieux, ce dont ils n'ont jamais vraiment parlé devant la caméra. Ce qui a eu le plus d'impact lors de leur rare apparition 2025, ce ne sont pas seulement les mises à jour. C'est l'honnêteté d'Eric. Il a parlé de la vraie raison pour laquelle ils ont quitté l'émission. Ce n'était pas un drame. Ce n'était pas un échec. C'était un épuisement professionnel. Il a dit que les hélicoptères n'arrêtaient pas de survoler. Les caméras ne les laissaient pas tranquilles.
La renommée qu'ils ont acquise vivant hors du réseau s'était transformée en piège. Alors, ils ont tout quitté. Ils ne voulaient plus de l'attention. Et pendant près de 10 ans, ils ont gardé leur distance avec le public. Maintenant, ils vivent tranquillement. Ils ne sont pas à la retraite au sens habituel du terme. Ils travaillent toujours, mais ils se concentrent sur leurs enfants. Eric a appelé cela le mode famille à temps plein. C'est ce qui compte le plus pour eux maintenant, et il est difficile de ne pas l'admirer. Denise Becker. Denise Becker a laissé derrière elle une vie stable et des années d'expérience médicale pour vivre dans la nature sauvage et glaciale. 2017, elle a quitté la Floride et la Saskatchewan pour rejoindre Andy Basich dans le monde isolé de Calico Bluff, Alaska. La vie y était brutale. Chaque jour signifiait transporter du matériel sur la glace, s'occuper de plus de 20 chiens de traîneau et apprendre à chasser et à pêcher juste pour rester vie. Ce n'était pas un ajustement lent non plus. À son deuxième hiver, les températures avaient chuté à 44 degrés. D'une manière ou d'une autre, Denise était déjà devenue la médecin de l'équipe et la gardienne des chiens. Cas d'urgence, c'est vers elle que tout le monde se tournait. Mais ce n'était pas qu'une histoire de force. À la fin de 2022, les fans ont remarqué qu'elle apparaissait moins souvent dans l'émission Life Below Zero. Des rumeurs ont commencé à se répandre ligne. Certains pensaient qu'elle était gravement malade. D'autres affirmaient qu'elle était morte. Son apparence physique avait changé et elle semblait plus faible qu'avant. Des vidéos YouTube ont commencé à faire des affirmations audacieuses. Des forums ont transformé cela en mystère, mais rien de tout cela n'était vrai. Denise est revenue dans la saison 23 vivante, mais luttant clairement contre des problèmes de santé. Elle ne s'est pas cachée de la caméra. Même si elle avait l'air fatiguée et se déplaçait plus lentement, elle a quand même montré des morceaux de sa vie quotidienne à Alaska. Et ces morceaux racontaient de ça l'histoire de quelqu'un qui refusait d'abandonner. Puis est venu le printemps 2023. Le fleuve Yukon a commencé à monter plus vite que quiconque ne s'y attendait, près de 3 cm par heure. Seulement 2 jours, la glace s'est brisée et a commencé à écraser la terre sur laquelle ils avaient passé 30 ans. Ça a travaillé. Les cabanes, les fournitures et les chiens de traîneau étaient tous danger. Les hélicoptères étaient à tente. Il n'y avait pas le temps de planifier, mais Denise est restée calme. Ça l'a aidé à mettre sécurité plus de 20 chiens paniqués malgré le chaos qui les entourait. Les habitants ont plus tard appelé cela l'une des choses les plus courageuses qu'ils aient jamais vues. Aujourd'hui, 2025, Denise essaie toujours à Calico Bluff, avec Andy. Elle ne fait pas que survivre aux conditions difficiles, elle survit aussi aux rumeurs, à l'épuisement et à la réalité de vivre loin du confort. Ses compétences ont sauvé des vies, sa force a sauvé leur maison, et son histoire est devenue l'une des parties les plus inoubliables de la série.